Philippe Bouvard officiel vous propose le cultissime grosse tête. Que celui qui voit s'asseoir parmi nous l'un de nos plus grands cinéastes, voici vos grosses têtes. Il a la culture d'un moine tibétain et le vocabulaire d'une poissonnière, Jean-Jacques Perroni. Quand il tête des barreaux de chaise au bar du Ritz, les émirs sont ses cousins, Jacques Maillot. À l'époque où il ne possédait pas encore de garçonnière, il a beaucoup fréquenté les salles de cinéma, Vincent Perrault. Il attend avec impatience les grandes transhumances automobiles afin de retrouver ses petits bouchons. Fabrice. Désormais, quand il a fait son marché, il ne rentre qu'avec un panier. Jean-Pierre Coff. Et puis, notre invité d'honneur, il a la gouaille de Michel Audiard, l'humour de Jules Renard et la virtuosité d'Alfred Hitchcock, Claude Chabrol. Bravo! 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 Excusez-moi, bravo! Je voulais être encore un peu plus aimable, mais je voulais aussi rester dans les limites de la vraisemblance, donc je n'ai pas été plus loin. Non, mais c'est vrai que tout le monde aujourd'hui vous encense, la presse est formidable. Philippe, il n'y a que Chabrol dans la presse, dans les quotidiens. Que Chabrol. Partout, il est partout. De temps en temps, quelques lignes sur Chirac, mais c'est Chabrol qui tient le haut du pavé. Parce que j'ai un certain âge, ils se disent, c'est peut-être la dernière fois. Vous jouez pas encore très bien les vieillards, hein? Oh, je pourrais vous épater là-dessus. Laissez-moi me lever, vous allez voir ça. En même temps, sortent 3 livres, parce que Claude Chabrol ne fait jamais les choses à moitié. La fleur du mal, qui est le scénario du film dont on va parler. Je note à ce propos que dans des journaux, on vous avait marié avec la scénariste Caroline Eliachev. On m'avait marié avec... Oui, vous l'avez pas vu, non? Non, j'ai pas vu ça. Non, ça m'amuse, mais... On sait que vous épousez beaucoup les gens avec qui vous travaillez. Oui, mais je peux pas les épouser tous en même temps. Mais Caroline, c'est drôle parce que c'est l'épouse de mon producteur. Ah oui, oui. Donc, de toute façon, le cinéma est pour vous une affaire de famille. Hein. Oui, oui, absolument. Alors, dans ce film, La fleur du mal, au titre très baudelairien, qu'est-ce qu'il y a comme Chabrol? Il y a vous, il y en a un paquet, il y en a beaucoup. Oui. Il y en a un paquet. Il y a moi, bien sûr. Bon, il y a mon épouse, Aurore, qui est ma scribe depuis que je la connais. Bon. C'est joli de se réveiller chaque matin avec Aurore. Hein. Ah ben oui, c'est un grand bonheur. Et en plus, l'Aurore est un des plus beaux films du monde. C'est un film de Murnau qui... Imaginez que vous ayez une femme qui se prénomme Crépuscule, ben ça serait moins gai. Hein. Mais oui, mais alors, quand elle s'est présentée à moi, elle m'a eu comme ça, parce qu'elle m'a dit, enfin, elle s'est présentée, Aurore. Aurore. J'essaie d'imaginer arriver, me disant, Crépuscule, ça la foutait mal. Ça. Vous aimeriez ce boulevard-là quand même, marcher sur le boulevard du Crépuscule. Vous avez dit à propos d'elle et des fonctions professionnelles qu'elle remplit auprès de vous que vous préfériez avoir une épouse script plutôt que comédienne. Oui, absolument. Parce que si vous avez une épouse comédienne, bon, vous déjeunez avec elle et vous dites en face de vous et vous dites ma petite cocotte, allons-y, il est temps d'aller travailler, on y va. On prépare la scène, on regarde dans la caméra, qu'est-ce qu'on voit? La bonne femme avec qui on a déjeuné. Et après un certain temps, ça devient gênant. Tandis que la script, elle est à côté. Alors si vous voulez la regarder, vous tournez discrètement, là vous la voyez, et si vous ne voulez pas la regarder, vous regardez en face. Alors ensuite, il y a Thomas, le fils, Thomas, comédien. Oui, Thomas, qui est le fils de ma seconde épouse, Stéphane.
Oui, j'ai beaucoup de femmes. Alors, Il y a Mathieu. Il y a Mathieu, alors qui est le fils de ma première femme, qui fait la musique. Hein, oui. Et puis j'ai alors là c'est Il y a compliqué. Claude. Ah non, Claude c'est moi. Ah oui, pardon. Eh ben, ça s'arrange pas, hein. Et il y en a une incognito qui est Cécile, mais alors là c'est autre chose, c'est ma fille, mais je ne suis pas son père. C'est-à-dire que quand j'ai rencontré sa mère, la super Boran, la fille était déjà là. Alors j'ai pris le lot, donc c'est ma fille, mais je ne suis pas son père. Donc elle a le nom de son père, mais c'est ma fille. Bon. Donc c'est votre belle-fille. C'est ma belle-fille, on appelle ça la belle-fille. Donc il y a 4 personnes de la famille dans la production. Oui. L'arbre généalogique est presque aussi compliqué que dans le film. Hein. C'est ma fille, je suis pas son père. Oui, c'est ça, c'est assez compliqué. Mais dans le film, c'est un petit peu plus là parce que là, on est parents ou pas. Parce que dans le film, ils ont toutes les parentés à la fois. C'est ça qui est... Vous devez beaucoup, de plus en plus, à la classe bourgeoise. Comment comptez-vous la rembourser un jour? C'est-à-dire, un jour, je vais faire un film qui sera l'apologie de la Louis-Philippe Ardise, et tout le monde sera absolument épaté, tout le monde en sortira avec une tête de poire. Oui, parce que là, ils en sortent jamais grandis, hein. Non, mais en même temps, je tiens à spécifier qu'il n'y a pas d'acharnement thérapeutique. La bête est très vivante et il n'y a pas de... Non, il y a un petit acharnement, mais tout simplement parce que je me suis aperçu que leurs défauts, tout bien pesé, leurs défauts dépassaient légèrement leurs qualités. Alors, ils se vautrent dans l'ignominie, une fois de plus, et notamment, j'ai relevé le texte de cette lettre anonyme qui joue un très grand rôle dans le film, et qui est destinée à mettre la panique dans une famille, et d'ailleurs, ça marche bien. Ça se termine par, vous vous souvenez, la veuve a épousé le veuf, comme ça elle peut comparer les deux bestiaux, ce qui est d'une remarquable galanterie. Estimez-vous toujours que 2 heures suffisent pour apprendre la mise en scène? D'abord, j'avais dit 4 heures. Ah, pardon, voyez. J'avais dit 4 heures, et effectivement 4 heures c'est beaucoup. mais à l'époque j'étais moins doué que maintenant. Non, à vrai dire, on a tout compris en 2 heures. Non, on a compris les mécanismes, mais c'est pas parce qu'on a compris les mécanismes qu'on peut faire marcher la voiture. C'est ça le problème. Avant de revenir sur le film et sur 2 livres, comment faire un film? Et là, je crois que c'est pour la première fois qu'un metteur en scène livre toutes ses recettes, tous ses secrets de fabrication, et de parler d'une biographie, c'est par coïncidence, vous est consacré, avec un joli titre. La traversée des apparences. Hein. C'est assez joli. Je voudrais vous demander d'essayer d'identifier avec mes complices cette citation adressée par M. Legrand. Danger. Le grand danger, oui. C'est plausible, ça aussi, oui. Moi, je la garde. Prenez le bottin, vous verrez qu'il y en a il y a des Legrand. J'en connais un, moi. Qui a dit « Si coucher avec une jeune fille de 15 ans est un détournement de mineur, coucher avec une femme de plus de 70 ans est une violation de sépulture. » Groucho Marx. Non, mais il va être content. Pas Groucho Marx. Il est vivant? Il est vivant. Jean-Yann. Non. Kersozon. Non. Il est venu aux grosses têtes déjà? Non, il ne peut pas venir. Il peut pas venir. José Arthur. José Arthur. Arthur. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Et cette deuxième citation envoyée par Madame Amorin de Nantes, qui a dit « Voler, c'est trouver un objet avant qu'il ne soit perdu. » Coluche. Coluche. Ah ben voilà, encore Perroni. Il est dopé, là, je suis désolé. Il faut des contrôles parce que c'est pas net. On l'a mis à l'EPO, là. Non, là, c'est pas net. Est-ce qu'il y a, Claude Chabrol, un danger à gagner plus d'argent qu'on ne peut en dépenser?
Ben oui, parce que c'est là où le cercle vicieux commence, c'est que fait-on de cet argent? On le place, forcément, ou bien si on ne le place pas, on dit mon Dieu, je n'ai pas placé mon argent, il végète, donc on le place. Et quand on le place, la bourse peut tomber. Mon Dieu, je suis en train de perdre du pognon. Tandis que si on gagne juste ce qui vous permet de vivre peinard, là vous êtes tranquille. Enfin, il faut avoir quelques économies quand même. Oui, mais dès qu'on a quelques économies, on voudrait ne pas les perdre, c'est toujours pareil. Mais vous savez, c'est cet homme qui vient de gagner 500 millions au loto, il n'est pas habitué parce qu'il a vraiment un tout petit salaire, qui va à la banque et puis qui se rend compte parce qu'il a eu la bonne idée quand même de tout placer. Et puis à un moment donné, tous les mois il va voir son banquier et tous les mois ça grossit, ça grossit, ça grossit. Et il essaie de trouver une morale à tout ça, et il dit à son banquier, mais alors donc, quand on est riche, ça ne s'arrête jamais. Le banquier le regarde, lui dit, c'est comme quand on est pauvre, ça ne s'arrête jamais non plus. Alors, dans le Canard enchaîné, il y a un dessin humoristique, mais qui, dans le fond, est très sérieux, puisqu'il résume une situation que nous vivons depuis près d'une année. On voit des gens qui sont manifestement de gauche et même d'extrême gauche, qui défilent avec des panneaux, il y a marqué « paix »,« non à la guerre », et il y en a un dans le cortège qui dit « tout de même, ça fait 2 fois que je défile derrière Chirac en moins d'1 an ». Et c'est tout à fait, ça résume tout, hein, tout. Il avait 82% aux élections présidentielles, il a maintenant 85% des Français avec lui, hein. Et Saddam est très content des manifestations. La dame de Chirac? Non, pas Saddam, pas Bernadette, Saddam Hussein, Saddam de Bagdad. Ah oui, d'accord, pas bien. Pourquoi il a une poule à Bagdad? Oui. Non, il dit c'est formidable, tous ces gens qui manifestent pour moi à travers le monde. Et c'est vrai qu'il peut aussi s'y tromper, hein. Oui. Ah mais il va finir canonisé, Chirac. Et puis alors, vous avez le prix Nobel de la paix. C'est vrai qu'il est sur la liste des postulants. C'est possible, oui. C'est une vacherie que quelqu'un lui a fait, c'est pas sérieux. Quoi, prix Nobel de la paix, c'est pas mal. Oui, mais il paraît que Jean-Paul II voit ça de mauvais œil. Oui, ça m'étonne pas, d'ailleurs. Il va le faire supprimer. À propos de faire supprimer, il y a un dessin dans Charlie Hebdo qui montre un conseil de guerre très restreint, mais très vindicatif, dans le bureau ovale de George Bush. Et il y a Donald Rumsfeld, là, qui est sympathique. Oui, enseignant, lui. Jean Roubert. Il regarde les photographies des ennemis publics des États-Unis et il dit on n'a pas trouvé Ben Laden, Saddam pose des problèmes. Et il y a Bush qui dit, alors butons Villepin. Et puis vous avez le dernier char américain. Alors, équipage 4 hommes, poids 57 tonnes, vitesse 60 km/h, marche arrière, non. Comment faire du cinéma aussi bien que Claude Chabrol? Je dis aussi bien, mais dans une interview ce matin, vous vous plaignez de ne jamais avoir fait de triomphe. Oui, non, je m'en plains pas, je m'en vante. Non, c'est très important. C'est très important. Attendez, c'est pas tout à fait vrai, Claude, quand même. Ah non, j'ai jamais fait un triomphe. Des gros succès, quand même. Ah non, c'est pas un triomphe. Non, c'est des succès. succès c'est des films qui ont marché. J'ai pas fait des bides, je dis pas. Non, mais je veux dire des triomphes, des films qui cassent tout, j'en ai jamais fait. Et heureusement, parce que tous les gens qui ont fait des triomphes, enfin des trucs, des succès anormaux, je n'en connais qu'un qui s'en soit tiré, c'est François Truffaut avec le dernier métro, qui ensuite s'en est tiré. Mais tous ceux qui ont fait des triomphes se sont cassés la gueule après. Il y a pas de, vous voulez dire que après ça... Mais oui, parce que le problème, c'est de se dire, mon Dieu, de toute façon, le prochain film va faire moins que le précédent. C'est pour ça que Bernard-Henri Lévy fait très attention. Il a commencé bas, justement, pour éviter... S'il en fait un deuxième, non, je dis un second, parce qu'il n'y aura pas de troisième, il ne pourra pas descendre plus bas. Hein. Donc, mon problème, c'est de ne pas avoir des succès trop grands. Ni trop de succès, ni trop de bides. Se faufiler entre les deux. Vous vous souvenez de la définition que vous donnez du mauvais producteur de cinéma?
Non. Vous dites, il n'a que 2 idées en tête, dépenser le moins d'argent possible et que ça lui rapporte le maximum. Oui, ça c'est vrai, oui. Bon. Et vous citez alors l'exemple qui montre bien que ces gens-là n'ont pas la logique de tout le monde. Vous deviez tourner une scène sur le pont Alexandre III à Paris. Ah oui, non, ça c'est extraordinaire. Oui, non, ça c'est un producteur, mais il était charmant, il était fou, il s'appelait Salkin, il est mort maintenant. C'était après un gros producteur, mais à l'époque il avait des problèmes, il voulait la Légion d'honneur pour éviter d'être expulsé, enfin c'était très très compliqué, et il m'avait embarqué dans une affaire impossible, un film où tous les jours il me disait j'aimerais bien, est-ce qu'il pourrait y avoir un rôle pour, mais alors des noms extravagants, un rôle pour Kurt Jürgens, un rôle pour Aznavour, enfin, et on finissait par lui fabriquer un scénario sur mesure. Bon, c'était extraordinaire. On a fait le film, qui est une merde épouvantable, mais je lui ai taillé à la mesure. Et il a dit, Claude, si vous voulez, est-ce que vous pourriez faire le film à Budapest? Alors je dis, ben non, je peux pas faire le film à Budapest, il se déroule entièrement en France. Alors il me dit, oui, mais à Budapest, il y a un pont qui ressemble exactement au pont Alexandre III. Bon, je ne vais pas faire tout le film sur le pont Alexandre III. Oui, c'est fou. Non, tout ça parce que la vie est beaucoup moins chère à Budapest. Oh non, c'était une histoire de trafic. Il m'avait expliqué qu'il avait vendu et revendu comme mon contrat, où il me payait bien. Hein. Attention, je n'ai pas accepté de faire ça pour des clopinettes, il me payait bien. Mon contrat, il ne me coûtait rien à force d'acheter et revendre d'une société à l'autre. Il avait fait le tour du monde, mon contrat. Ouais. Vous n'avez jamais travaillé avec Alain Delon, pourtant, il y a une tentation à un moment. Hein. Oh oui, mais je le connais depuis très très longtemps, Alain, et je l'aime bien, mais le problème c'est que il est très autoritaire, et moi j'aime pas les gens autoritaires parce que je suis obligé de le devenir aussi. Vous aviez peur que ce soit lui qui dirige le film? Non, j'avais peur. Non, j'ai pas peur que ce soit lui qui dirige le film. J'avais peur d'être obligé de me fâcher avec lui pour le faire. Vous savez qu'Alain Delon a quand même dit à un de ses réalisateurs, si tu ne marches pas dessus, c'est moi qui te marcherai dessus. Ah ouais. Oui, c'est ça. Quand même, c'était un réalisateur qui avait pas énormément de personnalité. Comme il n'est pas question que Delon me marche dessus, j'aime pas qu'il me marche dessus, mais j'ai pas envie de lui marcher dessus non plus, donc c'était pas possible. Ça devait être plus cool avec Belmondo dans c'est un type que j'aime bien. Là. Oui, avec Belmondo, c'était très cool. Oui, vous avez tourné avec Sapritch? Non. Ah, non. C'était notre diva. Et je voudrais vous faire réentendre un duo d'amour entre elle et Kersozon. Non, mais elle a de belles mains, Alice. Hein, c'est mignonne. On les ligne de la main, je vais te les lire. Ah oui, dites-lui. Ah il y a plus de passé que d'avenir. Hein. Bêtement. Ligne de chance énorme. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, troisième guerre mondiale. À chaque fois rescapé. Ligne d'intelligence, en dérangement. Personnage fortement sexy dont le charme mystérieux n'a jamais réussi à évoquer sa plénitude totale. Femme d'une grande sensibilité, d'une grande intelligence, partiellement desservie par un physique qu'elle ne méritait pas, d'ailleurs personne ne mérite ça. Ayant parfaitement assumé ce que d'autres prennent pour des disgrâces, ce qui est cependant un hameçon définitif pour ceux qui s'en approchent. Tendre et douce, parfois inquiète, nature courageuse et profonde, très profonde. Voilà, je vois plus, un peu de Jex, merci. Et elle buvait du petit lait, hein, Alice. Faut dire que elle avait un faible pour Kersozon. Hein. Roger Hanin vient d'accepter, c'est une bonne nouvelle pour des millions de téléspectateurs français, de reprendre du service pendant une vingtaine d'épisodes de Navarro. Vous, quand vous parlez de Navarro, Claude Chabrol, vous dites que c'est un feuilleton industriel. Oui, c'en est un, mais je veux dire, c'est pas... Oui, mais c'est de l'industriel bien foutu, c'est pas mal. Est-ce que Navarro, c'est pas finalement la suite des Tigres? Oh, il est... Que vous aviez fait avec lui? Les Tigres étaient
avait quand même un côté, comme disent les Anglais, un peu plus langue dans le coin de la bouche que Navarro, qui est assez sérieux, surtout quand il va voir sa fille. Ça m'ennuie un peu, là, quand il va voir sa fille. Vous révélez plein de secrets sur la fabrication d'un film, et notamment certains effets spéciaux ou certains détails qui sont très très difficiles à mettre au point. Je pense à cette scène où il y a une mouche qui doit se promener sur le visage d'un acteur. C'est là où je me suis aperçu que d'ailleurs David Selznick disait que les techniciens français étaient les meilleurs du monde, meilleurs qu'à Hollywood. Et c'est vrai, ils sont très marioles. C'est le côté système D français, là, je joue à plein. Alors, ce type était accessoiriste, il s'appelait Raymond Lemoigne, et le problème était le suivant. Il y avait un type qui se regardait dans la glace, il y avait une mouche qui arrivait dans la glace et qui devait suivre un trajet le long de son visage. Et je dis, comment est-ce qu'on peut faire ça? Alors il me dit, est-ce que la mouche se pose sur le... J'ai dit non, je peux me débrouiller pour que on fasse un plan sur le type de face et de revenir ensuite avec la mouche qui arrive. Il dit, alors pas de problème. Et effectivement, on tourne. Et je vois le type qui parle, enfin, et la mouche qui commence à avancer, qui suit exactement le trajet que j'avais prévu. Alors, parfait, on coupe, hein. Je dis, on peut en refaire une, il me dit, pas de problème, on fait une deuxième prise de la mouche, c'est exactement le même trajet. Et alors, ce qu'il avait fait, c'était fantastique. Il avait tracé derrière le miroir le trajet prévu. Il avait pris un énorme aimant, il avait pris la mouche, et il avait mis dans le cul de la mouche un tout petit aimant, et il avait la mouche là, et avec le gros aimant derrière le miroir, il suivait le trajet. C'est quand même fantastique. George Bush, il n'aurait jamais trouvé ça. Et tu n'as jamais essayé avec des acteurs ou des actrices? Non, mais le plus extraordinaire, c'est comment peut-on mettre un aimant si petit entre les... Oh, les mouches des salopes! Les mouches des salopes, pardon! Oh là là! T'as eu des aventures avec des mouches? Tu t'imagines pas! Je savais bien que t'étais vicieux. Ah là là! La sodomisation des dicteurs. Avec des électroaimants, c'est connu. Il y a quand même une expression française qui est consacrée. Hein. Absolument. Vous dites au passage que vous vous méfiez de la musique de film. Hein. Oui. Oui, il y a une chose qui est très désagréable dans la musique de film, c'est la musique redondante. C'est on voit quelque chose et la musique vous signale que vous êtes en train de le voir. Mais ça, on le sait. Alors il y a une très jolie phrase de Bette Davis là-dessus. Il y avait un compositeur de musique qui avait beaucoup de talent, qui s'appelait Max Steiner, c'est lui qui a fait la musique d'Autant n'emporte le vent et de beaucoup de films. Mais il avait tendance à en mettre beaucoup. Et on lui indique une scène. Elle a répondu, oui, je veux bien monter l'escalier en courant, à condition que Max Steiner ne le monte pas en même temps que moi. Vous dites que, par exemple, quand un type boit un verre, faut pas que la musique fasse glou-glou. Non, mais ça existe, ça. Le Max Steiner en question, là, vous buvez, pendant ce temps-là, vous avez une superbe photo de notre Premier ministre qui visite une cantine en province. Il baise la main d'une jeune apprentie. Surprise. Ça se fait beaucoup dans les cuisines, aller faire le baise-main des chefs cuisiniers. Je suis pas sûr. D'abord, on baisse pas la main des jeunes filles. Absolument. Et il faut pas le faire dans un lieu public. Et pas dans un lieu public. Pas dans un lieu public. Il est un peu fou. Mais est-ce qu'elle est jeune fille? Mais peut-être qu'elle vient de préparer une crème au chocolat, alors il baisse pas, il laisse. Est-ce qu'elle est jeune fille? Oui. Est-ce qu'elle est jeune fille? Il veut pas m'écouter. Oui. Au chapitre gastronomique, je sais pas moi, parce que il n'y a pas de visite médicale. Elle doit être jeune fille parce qu'en cuisine il y a souvent des berlingots. Tu es fier de celle-là? Oui. Non. On a découvert un restaurant d'anthropophages à Malabo. Ah oui, on y va souvent en Malabo. C'est dans la Guinée équatoriale. C'est pour ça. Oui, parce qu'en banlieue parisienne, c'est quand même moins fréquent. Ah, il y en a. Ah bah, Coff a des adresses, si ça vous intéresse. Ah oui, c'est un restaurant qui a beaucoup de membres. Vous y êtes allé? Évidemment. Et tu as mangé qui? Quel est votre morceau favori? La fesse.
Ah oui. Et le vendredi, c'est l'arrêt, parce que c'est le jour du petit. Ils font le gigot de routier? Non, mais ça existe, bien sûr, il y en a un, oui, c'est vrai. Il paraît d'ailleurs que ça n'a pas tellement d'intérêt sur le plan gastronomique, ça ressemble au poulet. Remarquez, Non, attendez. plutôt au lapin. La chair humaine ressemble au lapin. Ah bon? Mais sur le plan du goût, hein? J'entends bien sur le plan du goût, Mais oui. il paraît que les provinciaux, c'est plutôt lapin de Garenne, alors que les Parisiens, c'est lapin domestique. On peut les laisser mariner très longtemps, faut les garder dans leur peau. Parce qu'on mange pas la peau de l'homme. Hein. Ah bon? Non, faut enlever la peau. Ah oui, parce que qui dit lapin dit rabbit. Ma femme, Si vous voulez pas parler sérieusement, Non, mais continuez à dire vos conneries. non, Qu'est-ce que mais vous voulez moi, que ma je femme, dise à chaque fois On est que- en train de vous intéresser à tout à coup un phénomène anthropophagique qui arrive en France et vous voulez pas écouter. Bon, très bien, mais attends, amusez-vous, tu remarqueras, c'est vrai, Jacques, c'est pas raisonnable Non, non plus. non, alors, non. là. Oui, Jacques Ducou est plus fier de sa blague. non, il est pas fier. Oui, non, Attendez, je suis très gêné là. Oui, retire-la si tu veux. Je la tire, oui. Je peux vous dire une chose extrêmement sérieuse, c'est qu'il n'y a pas de différence entre un pied de porc et un pied d'humain. Ah bon? C'est l'un et l'autre est absolument délicieux. Roulé dans des bandelettes, exactement comme de la Sainte-Ménéhould, comme un pied à la Sainte-Ménéhould. Il y a plein de petits os des deux côtés. On grignote comme ça sans arrêt, c'est un peu gélatineux. oui. C'est délicieux. Tu peux sucer l'orteil d'une façon délicate. je Oui, sais. non, mais c'est pas fait pour ça, pour enlever les ongles avant, hein, évidemment. Mais sinon, tu ne manges pas l'ongle? Non, je mange pas Ah, l'ongle. tu te prives d'un plaisir Oui, considérable. mais moi je alors. mange pas. Oui, mais moi je mange pas. Chacun ses goûts. Oui, non, mais enfin, je crois que alors là c'est pas la vraie, Ouais. la vraie recette. ça. Et qui prépare ça? Un podologue ou? Parce que rappelle-toi, un ongle à l'échalote, c'est bon. Ah oui? Oh là 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 là. Excellent, excellent. Non, mais il a bien Je suis quand regardé même le content d'avoir entendu si peu d'applaudissements. Ça me fait- Bon, c'était une toute ça petite t'apprendra. saillie. Hein. Ça t'apprendra. Dans votre biographie, il y a une scène surprenante. Vous êtes dans votre maison du Chesnay, vous regardez la télévision Oui. avec votre femme de l'époque. La première épouse. Oui. Et alors là, on donne une nouvelle. On donne une nouvelle, on annonce la séparation. Je suis pas très fier de moi, c'est pour ça que bon, je vais voir comment la raconter pour ne pas avoir l'air d'un ignoble personnage. Bon, on annonce la séparation de Brigitte Bardot et de son mari de l'époque qui devait être Gunther Sachs. Ah oui, le marchand drôlement habile. Voilà. Et ma femme était sur mes genoux. Oh, c'est horrible. Et elle me dit, oh, dis donc, on va pas se séparer comme ça, nous. Et je dis si. Bon. C'est terrible. Et vous avez divorcé. On a divorcé, oui, bien sûr. Non, mais... je ne savais pas comment lui dire. Oui, c'est horrible. Non, mais ça, je suis pas fier de moi. Mais elle parlait peut-être de la pension alimentaire que Gunther Sachs avait laissée à Bardot. Non, c'est charitable pour ça. Non, mais elle devait être contente de se débarrasser de moi, je pense. Ça a été une bonne nouvelle, finalement. On croit, Un peu violent, un peu comme surprenant. nouvelle, Mais non, mais on croit qu'on annonce une mauvaise nouvelle et en fin de compte, on annonce quelque chose qui était inespéré. Parfois, on voit plus vite Qui que était nous. inespéré. C'est un bon système, donc faut Oui, regarder oui. le journal de 20h. Oui, oui. Quand il y a des séparations dans l'air. Oui. Mais dis donc, tu risques d'attendre longtemps quand même. Non, si tu non, comptes là-dessus pour te séparer. c'est pas vrai. Tu regardes le 20h de TF1 et tu dis, t'es au courant, Claire Chazal est virée. Oui, comme toi. Voilà. Question de Monsieur Guillaume de Saint-Cyr. En quelle occasion Anna Magnani a-t-elle renversé un plat de spaghettis à la tomate sur la tête de Roberto Rossellini? Quand elle a appris qu'il la trompait avec Ingrid Bergman. Exactement. Bonne réponse de Jean-Jacques Ferroni. Ah ça, les histoires de cul, t'es au courant. ça, c'est bien, madame. ça correspond aux histoires de séparation dont on parlait. Il est au courant de tous les potins. Ça, c'est une question de Monsieur Gibelaine. En 1964, Sergio Leone tourne son premier western, mais sous un pseudonyme. Oui, Bob Rafelson. Bob Rafelson. Oui. Bonne réponse de Vincent Ferrand. Oh là là, dis donc. Quelques petites turpitudes provinciales que j'ai sélectionnées
pour notre invité d'honneur. D'abord, à Caen, il y a une pétition qui a réuni 500 signatures. Du coup, la députée maire a décidé de refuser l'installation du plus grand club échangiste de Normandie. C'est dommage. C'est dommage. Ah oui, c'est dommage. La On sait quoi faire le soir à Caen. Ah oui, ça aurait été... Mais si vous n'aimez pas ça, n'en dégoûtez pas les autres. Oui, parce que c'est ça vrai, peut en en faire. plus, après ah tout. oui. Or, ça aurait été un établissement superbe. Oui, à cul et à Mais vous auriez su où aller le samedi soir, mon cher Philippe, parce que ça y était, là. Bon. C'est pas loin quand. Et Non. puis à Metz, il y a un jeune homme qui voit Taxi 3, à partir de quoi il vole un véhicule, il boit plus que de raison, il percute 15 voitures, il prend 2 sens interdits et il termine dans la vitrine d'un magasin. Alors je vous pose la question. Est-ce qu'un film peut vraiment influer sur la conduite, en général, d'un cinéphile? Oui, parce que moi j'ai connu une jeune fille qui a vu le chant de Bernadette, qui est la vie de Bernadette Soubirous, et qui est entrée dans les ordres. Ah oui. Je l'ai connue, elle avait des auréoles sous les bras. Oui, oui. En fait, on entre toujours dans quelque chose, dans les ordres ou dans la vitrine, mais... Et à propos, dites donc, il y a, mais ça c'est au Bangladesh, une vierge de marbre qui pleure. Tous les soirs, à 19h15, elle pleure. Bah oui, parce qu'elle regarde la gaffe à la télé. C'est interdit d'attaquer mon camarade. Ah, dites donc, elle pleure tous les jours à 10 Vous n'êtes pas croyant. Pas trop, non. Pourquoi? Moi, parce que j'en vois pas l'utilité, mais je veux dire, j'empêche personne de... Ah bah, il ne manquerait plus que ça. Hein? Ben non, Il y a des gens qui affirment, il y a des expériences en cours qui sont quand même assez troublantes, qu'on peut communiquer avec les défunts. Vous y croyez? Non. Ce sont des... Je crois que les défunts peuvent communiquer avec nous, mais nous avec eux, non. Ce sont des défunts qu'on a connus, qu'on appelle lors de séances de méditation, et on a enregistré avec un magnétophone les réponses qu'ils faisaient aux questions posées. Bah, pour vérifier, il faudra envoyer Majax, parce qu'il s'est bien démonté ce genre de truc. Très bon. Non, mais par exemple, ils disent comment ils vivent. Ah non, non, ça c'est faire parler les tables, c'est autre chose. Arrête de taper sur la table, enfin. Là, ce sont Les les... défunts parlent comme ça. Quand on Ce fait sont parler les- les tables, c'est les vaches qui répondent. Ce sont les... Attention, ce sont les défunts eux-mêmes qui, avec des voix qui sont reconnues par leur famille... Ah bah, c'est ce que viennent de faire avec Ben Laden, là. Il a envoyé un message. Et là, on dit que c'est Yves Lecoq qui aurait... C'est quand même troublant que des gens qui assistent à ce type de séance reconnaissent la grand-mère disparue et lui posent des questions. Alors, mémé, qui est là? Et elle dit qui est autour d'elle. L'autre jour, j'ai réservé une chambre d'hôtel à Cargèse, en Corse. J'ai reconnu la voix d'Yvon Colonna. Et à propos des grands-mères, l'élection de la super mamie qui va se dérouler au casino de Forges-les-Eaux. C'est exactement le même rituel que celui de l'élection de Miss France. Même le maillot de bain Fabienne Ollier, vous êtes en quelque sorte la Madame Poirot de cette élection. C'est joli, Madame Poirot, bonjour, tout à fait. C'est la première fois que ça a lieu? Ah non, non, c'est la 7e année. Au travers de Tour de France, on élit des super mamies en région et chaque année, nous élisons après la super mamie France de l'année. Alors l'âge réglementaire? Alors, il n'y a pas de critère d'âge, il faut être grand-mère, donc avoir des petits-enfants, et ce sont les petits-enfants qui, eux, sont très fiers de leur mamie, qui les inscrivent pour participer à ces concours. Mais Madame de Fontenay va pouvoir concourir. Ah bah écoutez, si elle le souhaite, pourquoi pas. La limite d'âge est 79 ans, pourquoi? Parce que c'est la plus âgée qui a été élue cette année Ah oui. au travers des concours, mais on ne limite pas. Ah on oui, a la oui. plus âgée qu'on ait rencontrée, qui était fort dynamique d'ailleurs, avec 82 ans. Il y a Elle fait de la batterie. Il y a un défilé en maillot de bain? Pas du tout. Super Mamie, c'est avant tout, comment vous expliquer, c'est une élection pour mettre à l'honneur donc les valeurs de cœur, la culture, les traditions. Et donc les mamies ne sont pas là du tout pour défiler en maillot de bain, mais au contraire pour nous passer un petit peu... On voit de bien le leur cœur dans un maillot de bain, vous savez. Elles descendent pas les escaliers, parce qu'à cet âge-là, le fémur, c'est comme du cristal. Hein. Ah, et il faut faire attention, il n'y a pas d'escalier.
Et le premier prix, c'est quoi? Des Bavaris? Non, pas du tout, c'est une belle croisière. Autrement dit, vous ne les demandez pas vierges, si j'ai bien compris. À partir du moment où elles ont des petits-enfants, c'est difficile. Hein. C'est délicat. Bon, en tout cas, moi je trouve que c'est une belle idée. Déjà les C'est comme ça seniors. pour les grands-parents masculins. Les grands-pères. Oui. Non, les grands-pères, nous ne les mettons pas à l'honneur parce que nous sommes partis du principe que les mamies étaient quand même les piliers des familles. Et donc, c'est les super mamies qui ont été choisies à juste titre, donc pour représenter toutes ces valeurs. Et vous faites quand, Miss Dentier? Ah, ça, c'est pas prévu. Bon, en tout cas, merci. Et puis, on vous souhaite une belle élection et des jolies candidates. En tous les cas, mille merci pour votre accueil. À très bientôt, j'espère. Vous êtes, de votre propre aveu, un télévore. Oui, oui. Vous voyez tout? Tout. Mais surtout ce qui ne devrait pas être vu. Quoi? Je veux dire, des émissions un peu débiles, des... Oui, c'est-à-dire qu'elles sont, Les jeux. elles sont pas débiles. Il faut se placer à une certaine distance pour en apprécier au contraire la profondeur. Et on parlait de la gaffe, si on se place à la bonne distance, ça finit. Tout à fait d'accord. On parlait tout à l'heure de films populaires, mais il y a aussi des émissions populaires. Absolument. Bon, absolument. elles ont le droit d'exister. Hein. Bon. Absolument. Moi, je défendrai mon camarade. On en a suffisamment fait. Bah, en plus, nous, on en a donné. On se souvient d'ailleurs de votre défense véhémente des présentatrices du Juste Prix Oui. qu'on avait mises au chômage. Absolument. D'ailleurs, j'ai tenu à réparer cette erreur catastrophique. J'en ai pris une qui Vous l'avez prise qui est comment? charmante. Je l'ai prise dans mon film. Ah bon. Où elle fait un personnage qu'elle définit elle-même de séductrice et perverse. Un nouveau membre de la famille? C'est pas la jeune actrice qui va à la pharmacie parce qu'elle a mal à la gorge? Si. Ah oui. Ah, tu l'as repéré tout de suite, toi, bien entendu. Hein. Je pense bien. Tu perds pas de temps. Tu peux nous expliquer pourquoi elle a mal à la gorge? Elle a mal... Ah non, pardon. Elle a mal à la gorge, mais enfin, elle dit quand même au pharmacien, monsieur, je ne suis pas celle que vous croyez, je n'ai que ma gorge à vous offrir. Il lui répond, la femme parfaite. C'est ça en gros. Hein. On révèle dans La traversée des apparences, la biographie que Wilfried Alexandre a écrite sur Claude Chabrol, que notre cinéaste favori a failli ne pas voir le jour. Hein. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'était passé pendant la grossesse de votre maman? D'une manière qui me paraît maintenant assez extravagante, dans un élan de sensualité terrifiant, mon père et ma mère ont pris un bain ensemble. Et il y avait un chauffe-eau au gaz, comme ça existait beaucoup à l'époque, et ce chauffe-eau s'est mis à fuir, et ils ont été asphyxiés tous les deux. Et ma mère était enceinte de 3 mois. Alors, on les a amenés tous les deux à l'hôpital. Mon père était médecin et pharmacien, enfin, il était les deux. Et là, on l'a dit, il est plus atteint qu'elle, mais on va pouvoir les sortir tous les deux. On a dit, mais la femme est enceinte. On a dit, l'enfant, non, ça, faut pas demander la lune. Et pourtant, ils se sont aperçus que j'étais encore vivant, donc ils ont essayé. Et 1 mois plus tard, quand ma mère est retournée pour se faire examiner, j'étais toujours là, et ils ont dit, oui, non, l'enfant est vivant, mais ils ont suggéré quand même de le faire passer, parce que il risquait d'y avoir des séquelles assez désagréables. Et ma mère a dit non, je veux garder cet enfant, grâce qu'il soit rendu. Et voilà, je suis né comme ça. Vous êtes résistant finalement. Oui, très résistant. Vous vous rendez compte, il y a 54 films qu'on n'aurait pas eu s'il y avait eu cet avortement. Absolument. Tout ça pour un chauffe-eau. Tout ça pour un chauffe-eau, oui. Et encore plus étrange, c'est que je ne supportais pas le lait, ni le lait maternel, ni le lait. J'étais élevé au jus de viande. Et à l'eau gazeuse. Non, pas à l'eau gazeuse. Il supporte que le lait de Saint-Émilion et ça lui réussit bien. C'est vrai, moi non plus. Ben oui, mais pas le lait. Votre biographe dit que vous êtes né sans séquelles apparentes, mais par la suite, on vous a vu faire le cul de jatte. Oui, c'est-à-dire que j'ai fait une décalcification à un moment, et du col du fémur, et pendant quelques mois, j'ai appris à marcher sur les fesses. Oui. Et c'est agréable?
C'est très amusant quand on en a pris l'habitude, on peut marcher très très vite. Hein. Bon, je ne veux pas faire de démonstration. Mais avec ou sans faire à la radio, mais je peux encore aller très très vite. Il faut dire que vous avez des cuisses dont vous êtes très fiers parce qu'elles sont particulièrement bien musclées. J'ai des cuisses extrêmement bien musclées. J'ai des cuisses magnifiques. Même ma femme me dit encore maintenant, oh, bien entendu. Non, elle se visite. Jacques, toi t'es mon ami. Mais, extraordinaire. Ah oui, oui. La commande ce que tu tâtes, on voudrait savoir. C'est très musclé, c'est dur. C'est dur. Enfin, je pense tu es sûr que c'est la cuisse? Mais vous avez fait des exercices ou c'est naturel? J'ai fait beaucoup de sport jusqu'à l'âge de 30 ans, mais j'avais décidé de m'arrêter à 30 ans, parce que je me suis aperçu que les gens qui faisaient beaucoup de sport, moi j'en faisais beaucoup et j'aimais beaucoup ça, qui s'arrêtaient trop tard, finissaient par devenir énormes. Alors je me suis arrêté à 30 ans et j'ai bien failli devenir énorme quand même, donc... Bon. Jean Dutour, bonjour. Bonjour, monsieur Bouvard. J'ai pour vous 2 chiens de ma chienne. Ah c'est bien gentil, je vous les rendrai. D'abord, qu'appelle-t-on la pomme hémorroïdale? Question de monsieur Fournier. Ça a trait aux hémorroïdes, évidemment, non? Oui, quand même. Hein. Et quand il y a une thrombose de la veine de l'anus, ça devient gros comme une pomme. La prostate? Non. Ça aurait pu. La pomme hémorroïdale. C'est une appellation qui remonte au Moyen-Âge, qu'on n'emploie plus aujourd'hui. C'est le moyen de soigner, peut-être, ça. C'est ce qui permet d'aller à l'époque, jusqu'au lieu on s'en servait problème. pour soigner ce genre de crise. Finalement, c'est la poire, quoi. C'est une poire, oui. Non. C'est une pomme. C'est une sorte de clistère. Non, ça n'est pas un objet. Est-ce que ce serait pas le doigt? Tout simplement le doigt? C'est le doigt du médecin. Non. La thrombose elle-même? On peut pas rêver, quoi. Si c'était un clistère à cet endroit-là, c'est le clistère de la chambre jaune. Ouais, elle est très bien, celle-là. Je vous remercie. Ouais, c'est pas une des plus propres, hein, quand même. Non, mais elle est très jolie. J'essaierai de la replacer si j'en ai l'occasion, mais je vois pas. Bon alors, est-ce que c'est une malformation du patient ou bien est-ce que c'est un acte du praticien? Pas une position pour soigner ça. Non, sur prescription du praticien. On s'asseyait dessus. Est-ce que ça n'est pas de l'antimoine par hasard? Non. Une bouillotte? Je ne suis pas certain qu'on l'emploie encore aujourd'hui. De pain. La pomme. Enfin, ça a trait au fondement quand même. Ce serait-il pas le marron d'Inde? Oui. C'est pas le marron d'Inde. Est-ce que ça a trait au fondement? Oui, hein, c'est quand même dans la zone. C'est dans la zone. On est dans la bonne veine, quoi. Est-ce que c'est une marmelade d'un fruit? Oui, qui servirait d'application. Non, je crois que c'est J'avais entendu parler de ça. Vous trouvez ça dans la nature et c'est assez joli. C'est même parfois décoratif. Oh là là, c'est une pomme de pin. Non. Le concombre coloquinte. Ah non. Bon, c'est chardon. Je vais paraître un gland. Un gland, oui. La poêle souple, alors. Est-ce que ça rentre dans le cul ou pas, cette affaire-là? Non, je pense que ce serait dangereux et que là, C'est dangereux. c'est en application sous forme de pommade. C'est des chardons. Ah, voilà. Et c'est joli. Voilà, encore un mandat de 150 € pour Monsieur Fournier, car On n'arrête pas de perdre de l'argent, hein. la pomme hémorroïdale, c'est le fruit du gui. Dites heureusement que c'est pas le gui, parce que ça doit faire mal. Ah bah oui, c'est pour ça qu'on ne peut pas s'asseoir dessus. C'est rien du tout, le gui. Pourquoi ça passe mal? Tu t'enfoncerais du gui pour soigner tes Mais c'est hémorroïdes? une minuscule petite boule blanche. Mais je te parle de l'ensemble, moi. Ah, l'énorme boule. Mais tu pourrais pas te l'introduire, voyons. C'est ce que je suis en train de te dire. Ah non, mais non, ça doit être les petites boules blanches, le jus des petites boules blanches. Oui, ça doit être ça, oui. Ça calme quand on a mal au cul, ça c'est Et je vous rappelle que... Bah oui, ça doit calmer parce qu'on dit toujours faut s'embrasser sous le gui. Ça lui ouvre des perspectives. Je vous rappelle qu'à l'époque, avant de procéder à ce genre de médication, il fallait faire une prière à Saint-Fiacre. Ah oui, qui le est, patron des jardiniers. Oui, le saint qui protège des hémorroïdes. Oui, d'où l'expression tu l'as dans le fiacre. Hein, bien sûr. Oui. Oui, je pense que ça doit venir de ça. Ah oui, ça vient de ça. Ça va dire, on s'instruit au C'est douloureux les hémorroïdes. Ça va bien nous servir maintenant. Alors, une question de Madame Léger.
Jusqu'au siècle dernier, qu'appelait-on la barrière des apothicaires? La valvule, il est océcal, c'est-à-dire l'endroit au-delà duquel le lavement n'arrivait pas. Exactement, c'est le début de l'intestin grêle, on peut le dire. Hein. Oui, disons que vous aviez trouvé des questions qui se situaient tous au niveau du trou du cul. Ce sont des... C'est quand même incroyable, ça. Ce sont des questions fondamentales. Oui, il y a là une philosophie. Hein. On vit en grosse tête, on se retrouve chez un proctologue. Ah oui, Quel beau métier. Bon, ben, monsieur Dutour, c'est pas mal. Hein. Pour l'intestin grêle, c'était même très bien. Hein. Oui. Je tâcherai d'arriver jusqu'au gros intestin toujours. À demain. À demain, mon petit. Qui interprétait le rôle du général Custer, demande Madame Douchy, dans le film La piste de Santa Fe de Michael Curtis. C'est facile, ça, c'est Rolfing. Oui. Non. Ah non, pas le général Custer. C'est l'acteur principal de La piste de Santa Fe, mais le général Custer, c'est pas Flynn. Ah, effectivement. Non, mais Flynn, il a fait Custer, mais c'était dans le film de Raoul Walsh. Il portait leurs bottes, la charge. Des dagues, des boussons. La charge héroïque. C'est un acteur très important ou c'est un second rôle? C'est un second rôle, mais par la suite... C'est Ronald Reagan. C'est Ronald Reagan. Bonne réponse de Jean-Jacques Ferroni. Absolument. Alors, monsieur Claude? Absolument. Il était d'ailleurs très mauvais. Ouais. Avec Errol Flynn, on avait fait un autre du même Curtis, je crois. Mission to Burma, qui est avec Reagan, et c'était affligeant aussi. Non, Objectif Burma, il n'est pas Yann. Non, c'était à Berlin. C'était Sabotage à Berlin. Sabotage à Berlin. Ah, je me rattrape un peu. Je me rattrape un peu. Madame Grenier demande quel acteur belge interpréta Tintin dans Tintin et les Oranges Bleues? Jean-Pierre Talbot. Voilà. Oui, Jean-Pierre Talbot. Bah là, c'est une réponse collégiale. Hein, enfin, presque. Monsieur Delaveau. Il n'a pas fait grand-chose d'autre. Pas grand-chose. Il a fait une voiture quand même. Quelle est la dernière réplique de Jean Gabin dans son dernier film? C'est dans l'année Sainte. Dans l'année Sainte, avec Brialy, qu'est-ce qu'il dit? Attendez, c'est au moment, je resitue la scène, c'est au moment où ils arrivent pour prendre le magot et ils se rendent compte qu'ils ont construit une église dessus, parce qu'ils ont découvert le trésor, ils ont pu construire l'église avec l'argent. Et alors qu'est-ce qu'il dit? Ah merde! Non, c'est peut-être pas ça. Non, mais pas ça. Ça aurait été. Amen. Amen, ainsi soit-il. Ça aurait été merveilleux qu'il dise amen. Il dit quand même ah non merde, hein, quand même. Ah non. Mais après il y a. Ah bah j'ai dit ah merde. Moi, bon. Oui, non, mais après il y a la phrase essentielle qui est vraiment un mot de la fin d'ailleurs. Oui. C'est les voies du Seigneur sont impénétrables ou un truc comme ça. Non. On m'y reprendra plus. Non. Se faire doubler par Dieu ou un truc comme ça. Non. Ah zut, je l'ai vu pourtant évidemment. Ah merde, virgule, et il y a la phrase. Ah non, merde, et il y a la phrase. J'aurais dû tout placer au Crédit Lyonnais. Non. ça aurait été la même chose. C'est une phrase désabusée, qui est bien la phrase qu'il faut lancer avant de s'éloigner sur la pointe des pieds. Ah non, merde, j'ai plus l'âge. Non. Comment veux-tu lutter? On peut pas faire confiance à Dieu? Non, il veut indiquer que c'est un genre d'activité. Ah oui, bon. Ce coup-là, c'est fini. Vieux pour ses conneries ou... Non. Ce coup-là, c'est fini. C'est un peu ce sens-là. Ouais. Bon, bah écoutez, on va donner 150 de Delaveau, car la dernière réplique de Jean Gabin dans l'année sainte, c'est « Ah non, merde, j'ai déjà donné ». C'était une belle réplique finale. Très joli. Vous l'avez pas fait tourner, Gabin? Hélas non. C'est-à-dire que moi l'idéal c'était le Gabin d'avant-guerre. Hein. C'était le Gabin de la bête humaine et tout ça. Le Gabin de la fin, j'avais pas d'idée parce que j'avais toujours l'autre en tête. Quoi. Mais c'est un comédien magnifique. Hein. Le Gabin dans la bête humaine, j'ai jamais rien vu d'aussi formidable. Moi. Est-ce que vous êtes bricoleurs les uns et les autres? Moi, oui. Tu peux bricoler? Oui. Alors, j'ai quelque chose pour vous. Dans la rubrique bricolage de FHM, qui est un journal pour les messieurs. Les messieurs un peu pervers. Je ne suis pas pervers. Je suis bricoleur, mais pas pervers. Il s'agit de construire un trottoir amateur, c'est-à-dire que vous vous procurez des planches, vous les installez selon le schéma que j'ai sous les yeux sur un trottoir normal dans la rue,
vous vous couchez à l'intérieur de la petite caisse et vous avez ménagé un Judas qui permet de voir la petite culotte des dames et là, quand elles en portent. Et là, un chien arrive et vous pisse dessus. Voilà. Non, mais je ne crois pas. Je ne crois pas que ça fonctionne réellement. Vous croyez? Parce que s'ils voient un Judas, ils vont se dire qu'est-ce que c'est que ce Judas dans le trottoir. Et ils vont se détourner. C'est beaucoup plus malin sous une bouche de métro, comme avec Marilyn Monroe, parce qu'on ça existe déjà, on peut se mettre dessous. Une bouche de métro, on essaie essaie de rendre une bouche de métro vivable, on se met dans la bouche de métro et on l'attend. Voilà. Là, je comprends. Et là, une crise cardiaque. Qu'appelle-t-on, demande Monsieur Pagès, une mirepoix? Silence total. Alors, c'est médical Non, c'est culinaire, c'est un hachis de légumes qui participe soit à une farce ou à la préparation d'une sauce. Oui. C'est la taille, c'est la dimension des légumes hachés. C'est-à-dire c'est un bouquet garni, je trouve que l'expression est jolie d'ailleurs, parce qu'il y a plein de légumes là-dedans, mais qu'est-ce que vous mettez, vous, dans votre bouquet garni? Un bouquet garni, normalement, c'est des queues de persil, du thym, du laurier, du verre de poireau et un oignon clouté de girofle. Oui. Et vous introduisez un petit morceau de viande, qu'est-ce que c'est? Oh non. Quoi, du lard? Normalement, non, dans un courbouillon. Un peu de lardon. Oui, dans une mirepoix, il peut y avoir des lardons. Moi, dans ma mirepoix, je mets des lardons. Vous avez raison, mais vous mettez de la poitrine. Je fais d'abord revenir mon roux. Et poitrine fumée. Poitrine fumée ou... Non, pas de poitrine fumée, ça donne le cancer. Moi, mon roux, je le fais plus revenir à la poêle. Poitrine... Mais vous allez répondre à ma question. Vous mettez poitrine fumée ou demi-sel? Il faut que je demande. Là, il a été saisi. Il n'y a rien à faire, vous voulez pas m'écouter ou quoi? Monsieur. C'est bien, mais c'est pas une raison. Oui, je trouve qu'il y a un peu d'eau dans le gaz dans le couple. Dans le ménage. Il y a quelque chose ça va très bien. On a tous remarqué quand même que là, il y a une incompréhension. Mais pas du tout, mon chéri, tout va bien. Je réponds pas. Vous avez... Chéri, Ça sent le gaz. Chéri, il dit du mal de nous. Je lui dis tout va bien entre nous. Très bien. Voilà. C'était pas sûr. Bien fait pour toi. Heureux. Voilà. Quelques aveux du téléspectateur impénitent que vous êtes. D'abord, votre idole a été une speakerine on peut le dire, du début de la télévision. L'admirable Jacqueline Huette. Oui. Elle était assez appétissante comme ça, une bouche très sensuelle, le nez très légèrement de travers, mais c'était pas vraiment gênant. Elle était très blonde, elle se tenait très droit, elle était légèrement de côté comme ça, et elle disait, et maintenant nous allons passer à toute autre chose. Et chaque fois elle avait l'art de la transition. Oui, elle était fantastique. C'était belle femme, hein. Oh non, belle femme. Elle est devenue chanteuse, elle a épousé sur la fin, qui fut prématurée et tragique, Théo Sarapo, absolument. Oui. Oui. À quoi ça sert l'amour? L'amour, ça sert à quoi? Et vous avez noté dans la journée du 24 au 25 mars un phénomène verbal, vous vous souvenez? Les enculés? Oui. C'était assez extraordinaire. Je me suis aperçu, à partir d'une certaine heure, à la télé, je me suis dit, mais non, je suis encore, hein, on entendait enculé. Bon, je me souviens plus exactement du nom, je crois, j'en ai compté 19 à partir du moment... 24, vous voyez. Non, mais j'en ai compté 19 à partir du moment où je me suis dit, je vais les compter. Donc, il y en avait déjà, donc j'ai dit 24 qui est le minimum. J'ai dû y en avoir plus. Il y a eu 24 fois, dans toutes chaînes confondues, des mecs qui se traitaient d'enculés à la télé. C'était extraordinaire. Dans la même journée. Une soirée faste. Oui, c'est une soirée extraordinaire. Il y a enculé. Il y a cumul. Un truc comme ça. Déjà. Mais qu'un enculé. Bon, on change de base. Mais qu'est-ce que c'est que cet enculé? C'est absolument pas. Déjà, Claude, vous prenez le Scarface de Palma, vous en avez 72 minimum en 2h30. Oui, mais
Mais bon, là, c'est une concentration, Oui, ce qu'on appelle. Et puis c'est en VO, et les sous-titres ne mettent pas enculé. Oui, fuck, ça passe. C'est pas Ils n'osent pas l'écrire. Non, ils n'osent pas l'écrire encore. Ils osent le dire, mais pas l'écrire. Et la question de l'auditeur, c'est Monsieur Pierre Biet de Viry-Châtillon qui va la poser. Bonjour. Bonjour Monsieur Bouvard, et puis bonjour à toute votre équipe. J'ose espérer que parmi vous, il n'y a pas Jean Dutour et Didier Pironi, qui sont les deux mamelles de la culture. J'aurais peut-être une chance. D'abord, c'est pas Didier, c'est Madeleine, moi. Ah bon? Eh ben, je le saurai. D'accord. Alors, la question, quelle est la caractéristique physiologique d'un coureur de marathon? Le cœur bat moins vite. Oui, Non. Et d'avoir les cuisses aussi musclées que celles de Claude Chabrol. Ça peut aider, il ne faut pas être plus de jatte, c'est sûr. C'est dans le domaine des jambes, monsieur. Il a les Non. pieds. Dans le domaine du poids. Il a une voûte Non. plantaire Dans un le peu. domaine du rythme cardiaque, Non, pas spécialement. La respiration. Non. La transpiration. Non, non, pas du tout. C'est pas une histoire de colonne vertébrale, étant donné qu'il se déhanche systématiquement pour courir, enfin. Oui, faites-nous le marathon avec deux doigts, là. Il y a pas... Oui, je vous laisse parler parce que ça fait gagner du temps, mais c'est pas ça. Il est bon, hein. Très bien. Ils font pipi en courant. Vous pourriez même lui faire répéter une mauvaise réponse, parce que... Non, mais ils ne sont pas obligés de s'arrêter pour faire pipi parce qu'ils ont une bonne résistance à ça. Non. Si besoin est, je suppose qu'il s'arrête ou qu'il soit en plein vol. C'est une particularité physique, vous avez dit. Physiologique. Physiologique. Et c'est spécifique aux marathoniens, ça. Je ne sais pas, mais enfin, les marathoniens, c'est comme ça. il faut s'être faire un lavement avant de commencer à courir. Ça, je ne veux pas rentrer dans leur vie privée, hein, mais non, c'est pas ça. Tout de suite les gâteries. Non, écoute. Non, pas de gâterie. Ah, le lavement, c'est pas idiot, parce que ça ferait turbo après. Absolument. T'es en train de lui faire gagner du temps, attention. Est-ce que ça concerne les parties nobles de l'individu? Je ne sais pas ce que vous appelez les parties nobles. En fait, un effort. Hein. Non, ben ça ne les concerne pas. Ça ne les concerne pas. Alors ça ne m'intéresse pas. Non, mais c'est interne votre truc là, monsieur. Oui. Bon, attendez, on va prendre les organes, l'estomac. Le cœur. Ils n'ont pas de rate. Oui. Non, ils courent comme ça. Eh ben, c'est pas vrai. Et ben voilà, 300 € qui vont tomber dans votre escarcelle, et c'est bien mérité. Eh bien, écoutez. Alors, donnez la réponse, qui est d'ailleurs vérifiée. Hein. Le cœur est plus gros. Oui. Alors, non, le cœur est le même, mais la température s'élève à 41 degrés. Oh là, Voilà. ah, 41 41 degrés. 41 degrés. Ah oui. Vous êtes un ancien marathonien? Alors, il va y avoir un marathon à Londres au mois d'avril. Si vous voulez, vous pourrez courir derrière avec un thermomètre et vérifier. Merci et bravo. Je vous en prie. Ah, je vois Jean-Pierre Coq avec le thermomètre, essayant de rattraper le malheureux coureur, qui aura peur et qui fera des temps encore meilleurs. Vous imaginez qu'il y a un type qui a couru le marathon avec un thermomètre dans le cul? Non, pas comme ça. Et donc je comprends pourquoi je me suis arrêté à la télévision. Je faisais 40 degrés à l'ombre, moi, pas 41. Dans l'oreille? Et il le met tout, le thermomètre. Mais dans la qui bouche. Mais pour courir, c'est pas pratique. C'est énorme. Claude Chabrol, est-ce que vous faites toujours collection de vieux morceaux de savon? Oui. Ah. Alors, il y a une chose. Est-ce que quelqu'un peut savoir où l'on peut acheter cette machine à faire des savons? Avec les vieux savons que vous récupérez, vous faites de nouveaux savons. J'en fais de beaux savons tout neufs, magnifiques, qui ont des couleurs multiples, c'est beau. Vous les à faites voir. comment les faites Eh ben, vous les broyez? Je les broie, je les lave. Et alors, il y avait une petite machine qui permettait de les broyer et d'en faire. Alors, je suis très formidable avec les savons parce que l'économie est considérable. Je réussis à utiliser les mêmes savons pendant... oui. Parce que les petits font des petits. Le même petit bout de savon, à la fin il n'y en a plus beaucoup, mais doit bien tenir 4 ou 5 mois. Oh, dedans. La dynastie du savon. Oui. Oui. Une dernière citation envoyée par M. Bacon d'Auxy-le-Château, qui a dit « Vivre seul,
c'est prendre plaisir à manger du céleri rémoulade dans son papier d'emballage. Jean-Yann. Jean-Yann. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Merci à Claude Chabrol d'être venu nous voir, tandis que sortait son film dont tout le monde parle, et ça n'est pas fini, La Fleur du Mal. À demain.